c'est des enfants qui vont grandir et qui ont toujours connu, soit le traitement médicamenteux, soit la surveillance, autant qu'ils soient investis dans leur rôle, et acteurs de leur santé, dès le plus jeune âge. Il faut savoir s'arrêter au bon moment, les associations. Je trouve que c'est important de pouvoir garder sa place et de pas se mettre aussi soi en difficulté. Nous, on met beaucoup en alerte nos bénévoles, d'ailleurs on les forme nos bénévoles. Bienvenue sur Cœur battant, le podcast qui fait battre le cœur de ceux qui vivent, de près ou de loin, avec les pathologies cardiaques. Nous sommes Mylène Et Fanny, deux sœurs unies par une histoire extraordinaire. L'une a soutenu, l'autre a survécu grâce à une greffe du cœur. Dans chaque épisode, nous vous invitons à plonger dans des récits authentiques et émouvants, à rencontrer ceux qui ont traversé des épreuves et ceux qui les accompagnent, le tout éclairé par les avis précieux de professionnels de la santé. Notre mission ? Vous donner les clés pour mieux comprendre, mieux vivre et mieux accompagner les pathologies cardiaques, tout en tissant un lien de confiance entre patients, aidants et soignants. Parce qu'ensemble, nous sommes plus forts et plus résilients. Nous vous invitons à nous rejoindre pour un nouvel épisode. Installez-vous confortablement. C'est parti! Dans l'épisode précédent, vous avez découvert l'histoire personnelle de Gaël, maman de Balthazar, un petit garçon né avec une cardiopathie congénitale. Aujourd'hui, c'est une autre facette de Gaël que nous vous invitons à rencontrer, celle de la directrice générale et cofondatrice de l'association Petit Cœur de Beurre. Deux voix, une même énergie, une même envie de transformer l'épreuve en élan. Car non, ce n'est pas un hasard si derrière la maman engagée se trouve une femme qui a choisi de faire grandir un projet solidaire d'ampleur nationale. À l'origine, une profonde gratitude envers les équipes médicales de Necker qui ont pris soin de leur fils. De fil en aiguille, Gaël et son mari Jean-Charles ont imaginé une association, naturellement baptisée Petit Cœur de Beurre, comme le blog qu'ils avaient dédié à leur fils. C'était il y a 10 ans. Depuis, des milliers de familles, des centaines d'équipes soignantes et de nombreux bénévoles ont croisé leur chemin. 3, 2, 1, plongez avec nous dans cette belle aventure humaine et solidaire. Alors, bonjour Gaëlle. Est-ce que tu peux Bonjour. te présenter cette fois-ci avec la casquette de la fondatrice, ou plutôt la cofondatrice et la directrice générale de l'association Petit Cœur de Beurre? Alors, je m'appelle Gaëlle Marguin, j'ai 44 ans. Effectivement, je suis la cofondatrice, de l'association Petit Cœur de Beurre qui existe depuis 10 ans. On vient de fêter nos 10 ans. C'est une association que j'ai fondée avec mon mari, à la naissance et l'opération de notre fils. Et du coup, on voulait savoir comment était née l'idée de créer cette association et est-ce que c'était une évidence? Est-ce que c'était, un hasard? Comment est-ce que tout ça s'est mis en place? Alors l'association, non, c'était pas du tout une évidence quand on l'a créée. En fait, l'association a été créée donc notre fils est né en avril 2014 et opéré en avril 2014 et l'association a été créée en novembre, donc 6 mois plus tard. Et en fait, au début, on n'avait pas du tout l'ambition de créer une association. On voulait aider les personnels de l'hôpital Necker Enfants Malades à faire encore mieux que ce qu'ils faisaient déjà. On avait vu tellement de belles choses à l'hôpital, on avait vu une telle bienveillance de la part des professionnels de santé et même des professionnels, tous métiers confondus, qu'on avait envie de leur dire merci déjà et puis de les aider à faire encore mieux, que ce qu'ils ne faisaient. Au début, on est passé par des associations, parce qu'on voulait faire des choses, on avait du réseau, donc on a contacté des entreprises par-ci par-là pour faire des choses. Et à chaque fois, il fallait passer par une association. On est passé 2-3 fois par d'autres associations pour mener l'action. Et puis, c'était toujours un peu compliqué de passer par une autre, structure. Donc, on a fini par se dire: «Bah, on va, créer notre propre structure juridique, qui sera l'association», mais sans du tout l'ambition, qu'elle devienne ce qu'elle est devenue aujourd'hui. C'était une belle surprise. Et c'était quoi les premières choses, comme tu dis, que vous avez fait, que vous aviez dû passer par d'autres associations?
Alors on connaissait, une entreprise de par notre, activité professionnelle, on connaissait une entreprise qui, vend des jouets, donc une grande entreprise française qui vend des jouets. Et quand on pense hôpital pour enfants, forcément on se dit: «Bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? On va financer des jouets». Et donc bah, on a demandé une dotation de jouets, donc cette entreprise nous a donné des jouets et on a pu les livrer, à l'hôpital Necker Enfants Malades. Et en fait, tu vois, bah, finalement aujourd'hui, je me suis rendu compte que de financer des jouets, c'était bien, mais au final, le les jouets, c'est bien, mais s'ils restent dans un placard à prendre la poussière, ça sert pas à grand chose. Donc ce qui est vraiment précieux à l'hôpital, c'est pas tant les jouets, mais aussi, bah, les bénévoles qui vont pouvoir utiliser les jouets et les jeux avec les enfants. Donc ça, c'était vraiment le premier truc qu'on a fait, en passant par une autre association. Et après la première action qu'on ait faite avec l'association, on a une, entreprise encore une fois là qui nous a fait une dotation financière. Avec ça, on a acheté des lampes torches parce que nous, en tant que parents, on avait vu 6 mois avant que, la nuit, les infirmières, elles venaient et elles allumaient la lampe torche de leur téléphone portable pour, éviter de nous réveiller. Et on avait trouvé ça hyper sympa de leur part, mais en même temps, on s'était dit: «Bah, c'est pas très sympa pour elles de devoir utiliser leur téléphone portable», donc bah, pourquoi on ne pourrait pas leur, financer des lampes torches? Donc on a financé des lampes torches qui sont après devenues des stylos lampes torches, parce que les infirmières, elles ont tout le temps besoin d'écrire aussi les constantes, donc c'est devenu des stylos lampes torches. Et c'était la première action dès qu'on a eu, je me souviens très bien, c'était un don de 500 € et avec ces 500 €, on a acheté des lampes torches. Et c'est encore utilisé aujourd'hui, j'imagine, ce genre de don? Bah, écoute, en tout cas, les retours des terrains des personnels paramédicaux notamment, c'est que souvent, elles se faisaient piquer le stylo par l'enfant qui adorait. Donc, du coup, elles avaient une très grande consommation de stylos. Et en fait, aujourd'hui, on arrive à la fin de on en a racheté, plusieurs fois parce que ça fait 10 ans qu'on achète des stylos lampes torches, mais, on s'est aussi engagé dans une démarche et dans une politique, de responsabilité, sociétale et environnementale. De la question si on continue de faire du plastique. On n'a pas encore trouvé d'autres solutions pour, remplacer, mais on y réfléchit. Et alors du coup, moi, je voulais savoir d'où vient le nom, qui est quand même assez poétique du coup pour l'association, Petit Cœur de Beurre. Est-ce que tu peux nous expliquer l'origine? Bien sûr, donc c'est, pour la petite histoire, dans le cadre de notre histoire personnelle avec, Jean-Charles et la naissance de notre fils, quand on avait eu le diagnostic de cardiopathie de notre fils, on avait créé un blog pour que notre famille et nos amis puissent, être informés des actualités, de tous les rendez-vous qu'on avait. Et quand mon mari est rentré ce soir de l'annonce du diagnostic et il a créé ce blog, il m'a dit: «Ah, il faut trouver un nom pour ce blog». Et je lui dis: «Écoute, je m'en fiche complètement de ton blog, j'ai pas la tête à ça». Et il me dit: «Écoute, mon grand-père, quand j'étais petit, m'appelait mon petit cœur de beurre». Et donc, il a créé, ce blog, qui s'appelait Petit cœur de beurre. Et en fait, ce blog a une portée qu'on n'imaginait pas parce que nous, on l'avait créé pour notre famille et nos amis et on l'avait laissé ouvert dans les paramètres parce qu'on n'avait pas fait attention à et en fait, il y avait plein de gens qui, comme nous, enfin qui vivaient la même chose que nous et qui allaient sur ce blog et qui nous mettaient des commentaires et d'un seul coup, on s'est dit: «Waouh, on n'est pas tout seul». On avait l'impression qu'on était seul, mais on n'était pas tout seul. Et donc, ça s'est transformé en fait, en forum de discussion, Facebook, ce qui a été le 1er échange en fait, entre les personnes concernées. Et ce forum Petit Cœur de Beurre est devenu en novembre 2014, l'association Petit Cœur de Beurre assez naturellement. Mais ça nous fait défaut aussi, hein, c'est vrai que ça interpelle, les gens se demandent: «Tiens, c'est quoi Petit Cœur de Beurre? Qu'est-ce que vous faites?» Et en même temps, c'est un nom qui fait pas très sérieux. Et donc quand on va, auprès de la Haute Autorité de Santé, ou quand on va dans les ARS et qu'on dit qu'on est Petit Cœur de Beurre, ça peut aussi nous desservir en termes de crédibilité. Et puis, ça peut aussi donner une connotation très liée à la pédiatrie, Petit Cœur de Beurre. Parce que c'est vrai que quand on a créé l'association, on était beaucoup sur la pédiatrie parce que nous, avec Jean-Charles, on était des parents d'un enfant. Et alors qu'en fait, on traite aussi des sujets adultes, donc c'est pas tout à fait représentatif aujourd'hui de l'activité de l'association, donc il y a des peut-être une réflexion à avoir autour de ça. En tout cas, l'histoire est belle, je trouve, d'avoir, du coup, par un hasard, laissé ouvert, ce blog et de l'avoir fait cheminer et d'ensuite se dire qu'en fait, il y avait, matière à créer quelque chose de par votre expérience. Et je trouve quand même que comme c'est quelque chose, voilà, qui vous appartient en termes de voilà, le nom a quand même
une importance pour vous au niveau familial, et ben, je trouve ça beau quand même comme histoire. On voulait savoir à qui s'adresse l'association justement, parce que tu disais c'est pas que pédiatrique, donc est-ce que tu peux nous expliquer, voilà, qui est concerné, qui peut être concerné par cette association Petit Cœur de Beurre? Nos bénéficiaires sont vraiment, les patients nés avec une cardiopathie congénitale et leurs familles. Ce qui fait qu'on va s'adresser en fait, dans la temporalité aussi bien aux futurs parents qui viennent d'apprendre l'annonce d'un diagnostic, puisque bien souvent ça peut se faire, l'annonce d'une cardiopathie peut se faire en diagnostic anténatal, en général au 5e mois de grossesse, voire avant. Jusqu'à l'âge adulte, donc on a vraiment, des problématiques, de futurs parents, des problématiques de jeunes parents et des problématiques d'adolescents avec des sujets qui sont transversaux aux maladies chroniques et à savoir la transition, hein, le passage du suivi pédiatrique au suivi adulte, qu'on traite dans l'association. Les sujets adultes et puis il y a un nouveau sujet qui arrive, aujourd'hui, c'est le sujet des seniors puisque aujourd'hui on arrive à faire de gros progrès en matière de chirurgie, cardiaque et donc on a des patients qui vivent de plus en plus longtemps, c'est super, mais bah, ça se prépare et l'arrivée «sur le marché» entre guillemets des seniors, bah, c'est un sujet là sur lequel on est en train de se poser des questions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces seniors? Quelles sont les problématiques rencontrées? Et donc pour ça, bah, faut qu'on les interroge. On n'en a pas beaucoup dans l'association, on en a quelques-uns qui sont arrivés à l'âge senior et on a besoin de ces personnes-là pour comprendre leurs problématiques. Donc moi, je recherche des témoignages, par exemple, de seniors, pour nous dire: «Voilà, c'est quoi mes problématiques au quotidien?» pour que l'association puisse y répondre. Et donc, pour bien resituer, c'est des seniors qui sont nés avec une cardiopathie congénitale et qui, avec les progrès de la médecine, ben justement, ont une espérance de vie quasi identique à une personne qui ne serait pas née avec une cardiopathie congénitale, c'est ça? Hein? Exactement, tout à fait. Du coup, vous agissez sur plusieurs fronts et est-ce que tu peux nous présenter et expliquer les 4 piliers, de l'association? Alors, on a plein de projets. Nous, l'objectif premier de l'association, c'est d'améliorer la qualité de vie des patients. Donc pour ça, on va s'adresser à plusieurs cibles. On va s'adresser bien évidemment aux patients et aux familles de patients. Donc c'est notre premier programme qui s'appelle le soutien aux patients et aux familles. Et dedans, on va avoir, bah, la pérédance. Donc on a un réseau de bénévoles, qui vont être, en mesure d'accompagner, de soutenir, d'informer. On crée des outils d'information du patient pour faire en sorte qu'il soit plus autonome et qu'il comprenne mieux, sa malformation cardiaque. On va faire de l'éducation thérapeutique du patient. Donc on crée des programmes d'éducation thérapeutique du patient avec les professionnels de santé. Par exemple, à Nantes, on a des bénévoles, qui sont des personnes concernées et pas que d'ailleurs, qui aident les équipes du CHU de Nantes pour créer un programme, d'éducation thérapeutique du patient sur les anticoagulants. Donc elles sont en train de créer un jeu, donc là, il y a un jeu de société, un jeu comme un Docteur Maboul qui est en train d'être créé, qui est prototypé et donc on construit ça avec les professionnels de santé. Je voulais juste savoir, est-ce que c'est juste pour les patients, ce genre, d'atelier ou c'est aussi du coup, ben, pour les parents, pour, justement les enfants qui sont en bas âge, par exemple, ben, tout ce qui est tous les mineurs, qui ne sont pas en mesure encore de comprendre leur pathologie? Tous les programmes d'éducation thérapeutique sont effectivement, souvent, adressés aux enfants. Lorsqu'ils sont adressés aux enfants, il y a forcément le parent qui est à côté. Surtout sur un programme d'anticoagulants, il y a quand même des enjeux, spécifiques où il faut bien maîtriser les outils avec, le petit appareil pour s'assurer qu'on est dans la bonne, tranche de l'INR. Donc, c'est important, que les parents soient associés à cette démarche, même si on essaie de rendre acteur l'enfant parce que c'est et d'ailleurs on a des témoignages d'enfants. On a un enfant dans l'association, qui fait des vidéos Instagram pour expliquer comment lui il gère son traitement anticoagulant. Donc, c'est chouette de voir qu'aujourd'hui les enfants, même à 11, 12 ans, ils sont tout à fait en mesure d'être autonomes, même si le parent est toujours, à côté. Du coup, ils deviennent super, autonomes très tôt, en fin de compte et ça les fait pas, comment dire? Grandir trop vite ou être un peu, pas à côté de l'enfance qu'ils devraient avoir, mais un peu, on va dire, qui loupent un peu l'insouciance, de tous les jours. Alors, en fait, je pense que c'est toujours une question d'équilibre. C'est-à-dire qu'il y a c'est pas, on va pas se dire à 11 ans, l'enfant, il est prêt ou il est pas prêt. C'est vraiment ça dépend de l'enfant. Ça dépend de comment il s'est construit avec sa maladie. Ça dépend de depuis combien de temps il a son traitement médicamenteux. Tout ça, ça s'accompagne
En tout cas, nous, on reste persuadés que, par exemple, la transition, quand on parle du passage du suivi pédiatrique au suivi adulte, bah, c'est ça, c'est savoir se prendre en charge dans son traitement médicamenteux ou dans son suivi. Et bah, ça, ça va pas se faire juste grâce à une journée où il y a un atelier d'éducation thérapeutique du patient. C'est pas une journée qui va changer ou d'un seul coup on va devenir autonome. Il faut vraiment que ça se lisse dans le temps. Donc c'est important de l'amener doucement et puis si on voit qu'effectivement l'enfant il est pas prêt, bah, OK, c'est toujours de toute façon le parent sera toujours, derrière l'enfant. Mais je pense que vraiment ça se lisse dans le temps. Sur nos patients, nous qui sont nés avec une cardiopathie, qui ont bien souvent été opérés dans les premières années de vie, en fait, c'est des enfants qui vont grandir et qui ont toujours connu, soit le traitement médicamenteux, soit la surveillance, donc autant qu'ils soient investis dans leur rôle, et acteurs de leur santé, dès le plus jeune âge. Et donc pour en revenir aux actions de l'association, bah, c'est vrai que voilà, on fait plein de choses pour les patients et pour les familles de patients. On va être, dans un soutien aussi, parfois, financier. On a une commission solidarité qui permet d'apporter un soutien financier à certaines familles sous conditions de ressources sur certains sujets comme l'hébergement durant l'hospitalisation. Ça peut être compliqué pour certaines familles qui viennent de loin de financer leur logement. Donc, on va apporter voilà des soutiens, très très opérationnels. La deuxième grande mission de l'association, c'est de soutenir les structures hospitalières. Donc là, on travaille, nous, avec, toutes les structures hospitalières qui font de la cardiologie pédiatrique et congénitale, donc soit enfants, soit adultes, en France. Et quand je dis France, c'est métropole ou outre-mer, puisqu'il y a aussi l'outre-mer. Et là, ben, nous, on a des conventions de partenariat avec les hôpitaux et on va pouvoir intervenir dans les hôpitaux. Donc il y a des bénévoles qui viennent au sein de l'hôpital pour, venir visiter, les enfants ou les familles et qui vont co-construire des projets avec les équipes, médicales et paramédicales en fonction de leurs besoins. Et puis on va financer, bah, du matériel, pas médical, c'est toujours du matériel qui va aider à améliorer, l'hospitalisation. On va aider à, financer des animations. Par exemple, on a des ateliers bien-être pour les aidants au sein de l'hôpital, donc régulièrement sur certaines structures hospitalières, on a des thérapeutes qui vont à l'hôpital et qui font des massages AMA pour les parents et pour les soignants. Pense aux soignants. Depuis le covid, on a financé aussi, pour les soignants. Et puis là, par exemple, sur l'hôpital européen Georges Pompidou, on est sur un projet de financer, de la sophrologie pour les patients, cette fois-ci, la veille de leur cathétérisme cardiaque, pour permettre de préparer le cathé. Donc là, on est en train de chercher des financeurs pour financer, cette partie de sophrologie, sur cet hôpital. Voilà, on répond vraiment aux besoins de chaque structure hospitalière. On essaye, on a des besoins nous, une fois par mois, on se réunit, on a identifié tous les besoins sur tous les territoires. On se réunit une fois par mois, on voit quels sont les besoins et en fonction des financements qu'on a réussi à obtenir ici et là, on arrive à financer, on donne le go pour le financement de tel ou tel projet. Alors il y a des fois où c'est juste, j'ai besoin d'un mobile, pour une salle de consultation, donc ça coûte pas très cher et c'est assez facile à financer. Et puis des fois, il y a des projets qui sont, à 20 ou 30 000 €. Donc, pour le coup, là, c'est plus long d'aller chercher des financements. Et puis, on travaille beaucoup en projet pilote. C'est-à-dire qu'on commence sur un territoire, on mène un projet pilote et puis si ça fonctionne bien, on essaime sur l'ensemble du territoire. On propose le projet à d'autres structures hospitalières. Donc ça, c'est vraiment la partie aux structures hospitalières. Et il y a aussi la partie formation professionnelle de santé. On intervient au niveau national. En fait, nous, on a 2 bureaux. On a un bureau, près de Paris à la Garenne-Colombes et on a un bureau près de Toulouse à Balma. Et on intervient sur, l'ensemble du territoire grâce à des bénévoles qui sont, sur l'ensemble du territoire, et qui essayent de répondre, aux besoins de chaque territoire, qui nous remontent les besoins des territoires et puis on essaye de mettre en place tout ça. Et après le troisième champ d'action, c'est le soutien à la cause et dedans, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a d'une part la recherche médicale, parce que c'est vrai qu'on a toujours souhaité financer la recherche médicale depuis 10 ans et là, dans ce cas-là, on finance la recherche médicale ou on va aussi être partie prenante des projets de recherche. C'est-à-dire qu'on va vraiment travailler avec les chercheurs sur le protocole, le design de l'étude pour que vraiment ce soit face à la vie réelle des patients. Parce que des fois, les médecins, ils oublient, que le patient a une vie. Donc ils sont dans leur data de se dire: «Tiens, on va évaluer ça», donc nous, Petit Cœur de Beurre, on est assez sollicités sur tout ce qui est projet plutôt sciences humaines et sociales. Parce qu'évidemment, on va pas intervenir, enfin, sur des projets de recherche, sur des dispositifs médicaux, on n'aura pas cette technicité-là. Mais en tout cas, sur les sciences humaines et sociales, on est assez sollicités et on adore, co-construire avec les chercheurs, ces projets de recherche.
Là, on a un projet, en ce moment sur, l'évaluation d'une rééducation, neuro-cardio. Donc les jeunes entre 8 et 25 ans, font 3 mois de réhabilitation cardiaque avec des enseignants en activité physique adaptée et de rééducation cognitive, avec des neuropsys et donc ça pendant 3 mois et donc on évalue avant, on évalue après. On compare les 2 cohortes de ceux qui ont fait les 3 mois et ceux qui ne l'ont pas fait et c'est un projet européen sur lequel on a travaillé, longuement avec les chercheurs. Mais en tout cas, c'est très chouette. Donc ça, c'est cette partie recherche et après sur le soutien à la cause, ça va être tout ce qui est sensibilisation, parce que c'est très important pour nous de parler des cardiopathies congénitales, pour que ce sujet soit davantage, pris en main, notamment, par le système de soins et par, les autorités publiques. Donc, on fait des actions de sensibilisation pour faire connaître la cause. Donc on a par exemple une exposition photo qui tourne, qui s'appelle «Ma cicatrice, mon hymne à la vie» et qui est aussi un site internet qui s'appelle macicatrice.fr où on parle notamment, bah, du handicap invisible. En fait, avoir une cicatrice, on la voit pas forcément, sauf si on est en décolleté, mais en tout cas, il y a quand même une pathologie cardiaque derrière et puis on mène des actions de sensibilisation aussi dans les écoles. On a un programme qui s'appelle Petit cœur de beurre à l'école où on intervient dans les écoles. On a créé des programmes qui sont conformes au programme, scolaire. Ça a été construit avec des enseignants de l'éducation nationale et en fait, les enseignants vont pouvoir venir piocher. Soit ils veulent travailler sur l'enseignement moral et civique, par exemple, soit ils veulent travailler sur plutôt l'aspect biologique du cœur. On a, des outils qui leur permettent de travailler sur ces sujets-là. Ouais, c'est super passionnant et on voit que vous avez vraiment un champ d'action très large, très vaste et en fait, vous parlez à beaucoup de monde, quoi, que ce soit médical, paramédical, famille et même tout ce qui gravite autour. C'est-à-dire un enfant, il est scolarisé, donc forcément, il a, voilà, des copains de classe et du coup, ceux qui sont pas, sensibilisés là-dessus, je trouve que ça joue parce que c'est quand même un lieu où il va, très souvent, tout au long de, bah, de sa vie, enfin de sa scolarité, quoi. C'est super. Ouais, donc on essaye de travailler effectivement sur par exemple, là, on aimerait bien travailler sur, les PAI qui sont à l'école parce que, par exemple, un enfant on parlait des anticoagulants tout à l'heure et on se dit: «Mais en fait, un enfant qui est sous anticoagulant, le PAI, ça devrait être le même, partout en France parce que c'est les mêmes risques». Donc j'en fais appel à tous les infirmières et médecins scolaires qui potentiellement nous écouteraient et qui auraient envie de travailler sur ce sujet. On a besoin de ressources. C'est vrai et c'est une super bonne idée. Bah, on va essayer de lancer aussi, l'appel à ceux qu'on connaît, du coup, dans notre répertoire pour pourquoi pas faire bouger les choses. Mais je pense que c'est une bonne idée de faire on va dire, on va faire un tronc commun et après on peut toujours, faire du cas par cas à partir de ce tronc commun-là. Mais je pense que ça peut être une bonne idée et ça peut aider beaucoup de familles parce que c'est une charge vraiment encore supplémentaire à porter alors qu'il y a tellement d'autres choses qui sont effectivement à traiter peut-être en parallèle, quand on a, ces pathologies-là. Je pense bien que la solution, d'avoir quelque chose de plutôt facile à réaliser en tant que parent, ça peut être soulageant. Ah et puis tu vois, il peut y avoir plein de freins aujourd'hui. Moi, tu vois, je devais te donner une anecdote sur ces anticoagulants. Une fois, j'ai une maman qui m'a contactée, elle parlait pas très bien français et elle arrêtait pas de dire à son fils était à l'école maternelle, il devait avoir, 4 ans, quelque chose comme ça. Il était sous anticoagulant et elle me dit, «Je dis à l'équipe que mon fils est fragile, mais ils veulent pas le comprendre» et donc j'ai contacté l'école et je suis allée à l'école avec cet enfant avec cette maman et j'ai expliqué aux équipes et là, ils se sont dit: «Ah là là, mais on n'avait pas du tout compris qu'il était sous anticoagulant». Donc en fait, potentiellement, dans la cour de récré, s'il se blessait, il pouvait faire une hémorragie et donc il fallait mettre en place un PAI. Mais comme la maman n'avait pas réussi à être dans la communication par défaut de la langue, de la maîtrise de la langue française, on se retrouve avec des enfants qui potentiellement peuvent être en danger. Donc c'est vraiment important d'accompagner, nous au cas par cas aussi, ces familles, qui ont besoin de rentrer dans un système. Je voulais juste revenir avec toi, avec Petit Cœur de Beurre, vous faites aussi de la formation pour les, paramédicaux et les professionnels, médicaux aussi? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui est proposé dans l'asso, à ce niveau-là? En fait, nous, dès le début de la création de l'association, on était déjà dans une démarche de partenariat en santé. Je savais même pas que ça s'appelait comme ça, mais en fait, j'ai compris plus tard que ça avait un nom, que c'était du partenariat en santé et on a toujours vu l'association comme le lien entre les patients et les soignants. Alors moi, je viens de l'univers de la formation par ailleurs, hein, précédemment, donc j'étais quand même très sensible à l'univers de la formation.
Et on s'est toujours dit qu'il fallait qu'on œuvre ensemble pour faire passer des messages dans les 2 sens, en fait. Les médecins, les soignants ont besoin de faire passer des messages de sécurité sur des traitements médicamenteux aux patients et les patients ont besoin de faire passer des messages aux soignants parce que, bah, eux, ils ont une vie, ils ont un quotidien et qu'un traitement anticoagulant, oui, il y a des messages à faire passer, mais il y a aussi ma vie, en fait, moi, j'ai besoin de voyager, comment je fais quand je voyage, enfin voilà, de la vraie vie, quoi, la vraie vie des patients. Et donc cette formation, enfin ces formations, elles peuvent se faire de différentes façons. Là, par exemple, cette semaine, j'étais en formation, auprès des futurs auxiliaires de puériculture et le matin, elles avaient fait un cours sur les cardiopathies congénitales et moi, l'après-midi, je suis venue pour leur raconter mon parcours personnel, ce qui m'était arrivé, moi, avec mon enfant, pour leur raconter, bah, en fait, c'est quoi le parcours des enfants et des parents quand il y a une chirurgie cardiaque, en bas âge. Et puis je leur ai parlé de l'association et de ce qu'on pouvait faire nous les associations et pas forcément que Petit Cœur Lebas, mais comment utiliser une association, comment œuvrer avec une association à ses côtés. C'est des formations qui rentrent dans le cadre de la formation continue des professionnels de santé, la DPC et donc c'est une formation qui est validée par la DPC, par la NDPC qui se fait en général une fois tous les 2 ans, qui est sur la thématique de comment intégrer l'expérience patient dans ses pratiques. Et donc là, on fait intervenir dans cette formation, donc c'est destiné aux professionnels de santé, mais on va faire intervenir dans cette formation des pros de santé, mais aussi des patients ou des familles de patients qui vont croiser leur sur une même thématique, on va croiser les regards. C'est des regards croisés. Et par exemple, sur l'annonce du diagnostic, les médecins, ils voient les parents voient les médecins, mais en fait, ils n'ont pas du tout les mêmes, la i c'est très riche de par exemple, le parent se dit toujours: «Mais le médecin, il comprend pas ce que je vis». Mais en fait, le médecin, il a peur aussi quand il fait un diagnostic. C'est pas agréable pour lui d'annoncer un diagnostic et quand les parents comprennent ça, ils se disent: «Ah oui, je comprends mieux pourquoi il était un peu mal à l'aise ou un peu dérouté». Donc c'est très chouette de voir ces regards croisés. Même moi, par ma profession, d'orthophoniste où où effectivement je suis confrontée aussi à la vie réelle et parfois, justement à, comment annoncer les choses. On annonce quelque chose, c'est pas évident et je pense que le lien entre les 2 c'est ouais, c'est essentiel, primordial, mais, super utile. D'après ce que j'ai compris, vous avez une importance que vous accordez à l'accompagnement émotionnel, des familles et est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus, sur ce sujet-là? Alors l'accompagnement émotionnel, c'est un bien grand mot, ça regroupe plein de choses. Déjà, il faut savoir que nos bénévoles qui sont en contact avec les patients et les familles ne sont pas psychologues. Enfin si, on en a, mais ils sont pas étiquetés en tant que tels. On en a parce que c'était leur métier d'avant et qu'ils sont retraités, par exemple. Mais, nous, l'accompagnement des familles, on est là pour accueillir, pour accompagner, pour être à côté. On n'est pas là pour conseiller, pas là pour donner un avis médical, bien entendu, puisque ça, les médecins, c'est leur rôle. Nous, on est là vraiment pour être à côté. Être à côté du patient ou de la famille du patient, lui «tenir la main» entre guillemets si on veut imager. Mais, et puis on est là pour essayer aussi de déparasiter. Je vous donne des exemples, un patient par exemple, une maman qui nous contacte en disant: «Bah, voilà, mon enfant doit se faire opérer à tel endroit, dans tel hôpital». On va la mettre en relation avec une bénévole de l'hôpital qui va pouvoir lui expliquer ce qu'il y a à l'hôpital. Par exemple, elle va pouvoir lui dire: «Bah, il y a une salle des parents, donc tu auras accès à un frigo, un micro-ondes, donc prends une tasse à café parce que du coup, comme ça, tu pourras te faire ton café». Elle pourra lui donner des petits tips, par exemple: «Ah bah tiens, il y a des postes audio dans la salle dans les chambres pour les enfants. Tu peux très bien ramener soit des CD ou une clé USB avec de la musique». Elle va lui donner tous les petits tips, comment on fait pour se garer à côté de l'hôpital? C'est quoi les bons plans pour manger autour de l'hôpital? Enfin voilà, plein de petits nous, on est là pour essayer de déparasiter tout le côté médical parce que quand on se projette en tant que parent sur ce qui va nous arriver, c'est très angoissant. Donc si on peut donner de l'information qui va déjà, enfin moi je me souviens qu'il y avait une maman qui m'avait dit, quand elle avait vu notre blog, on avait mis des photos, sur notre blog personnel et on voyait que les chambres de l'hôpital Necker étaient orange, et elle m'a dit: «Bah, rien que de voir que la couleur des murs c'était orange, en fait je me projetais déjà. J'avais une part d'inconnu qui était enlevée». En fait, ce qui fait peur, c'est l'inconnu. Donc plus on va donner d'informations de ce type-là, plus on va se projeter et moins il y aura cette part d'inconnu qui fait souvent très peur. Après, on a par contre des psychologues, on appartient à une filière de santé, qui a 3 psychologues qui sont mis à disposition des associations, qui font partie de la filière
et donc on a des psychologues qui sont là pour prendre le relais. Si jamais on voit qu'il y a une famille qui est en difficulté ou un patient qui est en difficulté, on va pouvoir relayer vers le psychologue pour proposer une prise en charge, cette fois-ci, plus, psychologique. Moi, je trouve ça super que vous mettez des photos parce qu'en fin de compte, je le relie un aux vacances. Parce que c'est vrai que quand on choisit nos vacances, ben, on va toujours aller voir, ben, là où on va, là où on va dormir et en fin de compte, c'est un peu, je trouve la même chose, même si c'est pas le même parcours, mais l'image est, un peu similaire. Ma question rentre quand même un peu dans le cadre, dans le sens où, j'aimerais savoir si maintenant, par exemple, on a, des familles, par exemple, une maman, parce que souvent c'est les mamans qui accompagnent quand même plus, les enfants malades, qui, vous appelle et qui demande, de l'aide dans le sens où elle est à bout de souffle pour aider, son enfant malade. Qu'est-ce que vous proposez, par exemple, aux parents qui sont, dans ce cas-là? Bah, là, c'est la sonnette d'alarme, hein, quand, là, le cas que tu exposes, là, on tire la sonnette d'alarme. C'est-à-dire qu'on a, nous, des dispositifs en interne. C'est-à-dire que s'il y a un bénévole identifie qu'il y a une difficulté chez quelqu'un qui l'accompagne, ça va nous remonter et nous, on va tout de suite soit le bénévole fait le lien directement avec les psychologues de notre filière et on est en mesure de contacter les psychologues de notre côté en disant: «Faut aller vite», parce que là, il y a une vraie souffrance. On peut aussi être amené, si la maman, elle est déjà à l'hôpital, on peut aussi être amené à contacter la psychologue de l'hôpital pour dire: dans ta structure en ce moment, tu as telle maman, on a identifié qu'il y a une vraie difficulté». Donc ça peut aussi être directement la psychologue de l'hôpital. On est vraiment en lien étroit avec toutes les équipes, donc ça nous permet quand même d'agir assez vite. Mais, ça arrive pas tant de fois que ça. D'ailleurs, on a souvent des parents qui nous contactent en nous disant, enfin, ils nous disent rien de spécial, en fait. Ils nous disent: «Bah, voilà, j'ai entendu parler de vous», et en fait, il y a pas vraiment d'attente particulière et c'est qu'en creusant qu'on commence à comprendre que les parents ont envie d'échanger. Il faut savoir s'arrêter au bon moment, les associations. Je trouve que c'est important de pouvoir garder sa place et de pas se mettre aussi soi en difficulté. Nous, on met beaucoup en alerte nos bénévoles, d'ailleurs on les forme nos bénévoles et on les met beaucoup en alerte sur, jusqu'où tu peux aller, de se connaître soi pour savoir jusqu'où on peut aller. Par exemple, moi j'ai fait beaucoup d'écoute auprès des familles précédemment. Aujourd'hui, je n'en fais plus, parce que je ne me sens plus aujourd'hui en mesure de le faire parce que dans ma vie personnelle, il s'est passé des choses et que du coup, je me sens moins capable d'accompagner dans l'écoute. Donc il faut se connaître, il faut savoir à quel moment, puis peut-être que je vais recommencer dans 6 mois, dans un an, hein, mais en tout cas, il faut se connaître et savoir, se poser ses propres limites. Et autre question, peut-être, qu'il y aura pas de réponse, mais, est-ce que ça existe des, aidants remplaçants pour que les parents puissent prendre des vacances? Ça dépend à quel moment. Par exemple, dans la vie de tous les jours, il faut savoir qu'il y a des associations qui existent qui sont super et je pense à l'Envol. C'est une association qui propose des séjours pour les enfants, des séjours de vacances pour les enfants et cette association, elle propose aussi des séjours pour les familles d'enfants malades, donc dans la famille complète et des séjours, par exemple, uniquement pour les fratries. Donc c'est un peu des séjours de répit et je trouve ça vraiment chouette comme initiative. Donc nous, quand on a, ce type de demande, bah, on renvoie vers, nos copains de l'Envol et après, si c'est à l'hôpital, tu sais, parfois, il y a des familles effectivement, où c'est trop dur à un moment donné, de rester à l'hôpital et parfois, ils peuvent formuler la demande de, bah, voilà, enfin, je suis pas à l'hôpital, est-ce que vous pouvez vous occuper de notre enfant? Nous, on fait pas ça parce qu'on considère que c'est pas notre rôle. Nous, on est là pour accompagner, être à côté, mais pas faire à la place d'eux, donc et je dis pas que c'est pas bien de pas pouvoir le faire, hein, mais dans ce cas-là, encore une fois, il y a l'équipe médicale, paramédicale qui est sur place, il y a les psychologues qui peuvent aider aussi les parents à retrouver leur rôle de parent. Parce que c'est vrai que c'est une particularité, hein, quand on a un enfant qui naît avec une cardiopathie congénitale et qui est opéré, dès le plus jeune âge, ça met en difficulté le lien parent-enfant. De trouver sa place en tant que parent quand, on a un enfant qui est scopé tout le temps. Nous, on a des enfants qui ont des molécules, pour laisser le canal artériel ouvert, qui fait que c'est des enfants qui sont très sensibles, ils ont des œdèmes et ils ont des sensibilités au niveau de la peau qui font que plus on les manipule et plus ils ont l'impression que ça les brûle. Donc on lui dit: «Attention, faut pas trop le manipuler». Donc on se dit: «Bon, bah, je vais pas le prendre dans mes bras», et puis de toute façon, il a plein de fils, donc ça met vraiment en péril le lien parent-enfant. C'est pour ça que c'est très
important dans les hôpitaux d'essayer de maintenir cette présence quand elle est possible du parent. Bah oui, parce qu'en fin de compte, on est parents à vie, mais on est aussi aidants à vie, en fin de compte. Tout à fait. Moi, j'avais enchaîné sur un sujet plus, pratico-pratique qui est le fonctionnement de l'association, Petit Cœur de Beurre. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, combien de personnes font vivre l'association? Alors soit que ce soit en tant que personnel employé par l'association ou, en termes de bénévoles justement? Alors, on a, environ 400 adhérents au sein de l'association, mais c'est pas tout à fait représentatif parce qu'on adhère, on n'adhère pas. Des fois, on oublie d'adhérer et en fait, les gens, ils sont toujours là et nous, on n'offre rien de plus à nos adhérents, si on envoie un magazine, 2 fois par an, mais enfin, c'est voilà, il y a pas de prestations, supplémentaires parce qu'on est adhérent. Par contre, on a, 90, si je me trompe pas à peu près, bénévoles qui sont des bénévoles correspondants, c'est-à-dire qui sont vraiment recrutés, formés, beaucoup dans la paire et danse, beaucoup de personnes qui sont concernées, mais pas que. On a aussi des personnes qui ne sont pas concernées, et qui vont, vraiment être sur les territoires pour accompagner les patients et les familles de patients. Avec fois certains bénévoles qui ont des particularités, donc qui sont formés par exemple à l'ETP, à l'éducation thérapeutique du patient ou des patients qui vont plus être sur des projets de recherche, des patients qui vont plutôt être sur des sujets européens, voilà, ça va dépendre aussi des appétences et des compétences de chacun. En plus de ces 90 bénévoles correspondants, on a des bénévoles qui sont plus là de façon occasionnelle et qui vont, nous aider ponctuellement parce qu'ils ont moins de temps ou pas forcément l'envie d'être dans l'accompagnement des patients et des familles. Et là, bon, bah, on en a beaucoup. Pour le coup, ça dépend vraiment on fait appel à eux quand des fois on a des événements sur des territoires, on se dit: «Tiens, est-ce qu'il y a quelqu'un sur tel territoire?» Et puis après, au niveau des salariés, on doit être à 8 en ce moment parce qu'en fait, on a eu des arrêts maladie, donc on a eu des remplacements. Pas forcément équivalent temps plein, 8, hein, évidemment, parce qu'on fait beaucoup de temps partiel et avec, des contrats qui sont parfois précaires avec de l'alternance, on fait appel à des alternants, contrats aidés ou quoi. Et tout ça fait vivre, cette grande équipe. Comment on devient, bénévole de l'association? Et ben, on contacte notre responsable des bénévoles, Céline, qui en fait, on a vraiment un poste, qui est dédié chez nous, une salariée qui s'occupe vraiment de l'accompagnement des bénévoles dans leurs activités. Donc, du recrutement, en passant par la formation. Après, il y a toute une partie, les premières fois, en fait, bah, je vais à la première fois à l'hôpital et puis c'est très cadré. Par exemple, nos bénévoles, ne vont pas tout seuls à l'hôpital, il faut qu'ils soient 2 parce que ça peut être, dangereux pour eux que d'aller tout seul à l'hôpital. Donc, voilà, il y a tout un protocole quand même qu'on a mis en place pour permettre aux bénévoles d'être dans les meilleures conditions. Et bah, voilà, on remplit un petit questionnaire en ligne, après on est appelé par Céline qui va échanger avec nous sur, ce que tu veux faire, sur, pourquoi tu veux le faire, où est-ce que tu en es par rapport à ta propre histoire. Et puis parfois on dit à certains bénévoles, «Bon, c'est un peu tôt pour, faire, en tout cas pour, faire de l'accompagnement des patients et des familles ou pour faire de l'écoute, c'est trop tôt. Peut-être commence par être bénévole, voilà, ponctuel sur des événements, sur des choses comme ça». Et puis moi, j'ai eu une expérience d'une bénévole, qui a eu ça. C'est-à-dire qu'au début, elle a commencé par, elle était pas prête, elle était encore très en colère par rapport à sa propre histoire et elle a commencé en restant au sein de l'association, mais sur des événements ou autres et puis à un moment donné, on l'a sentie prête et donc elle est devenue, correspondante, c'est-à-dire elle était dans l'écoute et dans l'accompagnement des patients et familles. Trop chouette. Et dans la sauce, comment on fait pour communiquer avec, tout ce monde-là? Non, mais dans le sens, ben, entre eux, entre tous les membres. C'est une très bonne question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas trouvé la solution idéale. C'est-à-dire que je pense qu'on a à peu près, 70 groupes WhatsApp. Oui, ça fait beaucoup de conversations, il faut rien louper, donc c'est vrai que c'est un vrai sujet. C'est-à-dire comme on a beaucoup, beaucoup de projets et d'actions, tous nos bénévoles correspondants ont des boîtes mail Petit Cœur de Beurre, donc on peut envoyer des emails, mais en fait, ça ferait beaucoup d'emails dès qu'on voudrait parler d'un projet. Donc on essaye de faire aussi c'est pas qu'on essaye, on fait des réunions d'antenne, ce qu'on appelle des réunions d'antenne. Donc une fois tous les 2-3 mois, on fait des réunions avec, chaque antenne sur chaque territoire. Et puis on s'adapte aussi aux bénévoles parce que, bah, les bénévoles, eux, ils ont souvent une activité professionnelle la journée. Donc bah, des fois, il faut être disponible le soir aussi pour faire des échanges avec eux le soir et être présent le week-end aussi avec eux, parce qu'il faut aller les voir, aussi, se rendre compte de ce qu'ils font sur le terrain.
Mais c'est pas une charge mentale, pour vous? Non, mais 70 conversations, tu toutes les notifications, à un moment donné, ça devient peut-être anxiogène, je sais pas moi. Bah, c'est pour ça que moi, par exemple, je suis pas dans tous les groupes WhatsApp. Notre responsable des bénévoles, elle est dans les groupes WhatsApp des antennes parce que comme ça lui permet de voir, mais c'est parce qu'elle, elle a souhaité on a réfléchi ensemble, on s'est dit: «Bah, non, peut-être qu'il faudrait faire autrement». Elle a dit: «Non, moi je préfère». Elle est très habituée, très à l'aise avec son téléphone, donc elle préfère ça sur WhatsApp et puis vraiment si on dit aux bénévoles, on dit: «Attention, s'il y a des messages importants à faire passer, faut nous appeler, quoi». Mais c'est vrai qu'on est dans une, dynamique, on essaie de réunir nos bénévoles, au moins une fois par an. Par exemple, là, cette année, notre formation, c'était les Shaker Day, on appelle ça des Shaker Day, donc c'est des journées d'analyse de pratique où les bénévoles vont pouvoir se rencontrer, se revoir et puis partager ensemble: «Tiens, bah, moi j'ai fait ça» et donc ça donne des idées aux autres, «Qu'est-ce qui a été difficile dans mon activité?» Donc ils se connaissent en fait, souvent ils se sont déjà vus donc et puis on a des bénévoles qui sont là depuis quasiment le début. Et j'imagine que toute cette structure d'association, elle se construit au fur et à mesure. Vous avez pas eu tout ça comme ça d'un coup? Ah non, alors non, non, pas du tout. Moi, pour te donner, une petite anecdote, quand j'ai créé l'association, en mois de novembre 2014, janvier 2015, 3 mois après, je décide avec mon mari de fêter, Pâques à l'hôpital Necker, puisqu'on était que à l'hôpital Necker, hein, quand on a démarré et donc, la veille de la date où on avait proposé, au service de fêter la galette des rois, je vais, avec ma petite voiture dans une grande surface pour, acheter des galettes. Mais c'est avec mon argent parce que j'ai pas d'argent dans l'association encore, hein. Pour le coup, c'était les débuts donc j'ai les moyens d'acheter autant de galettes, donc je vais dans une grande surface et sur le chemin, je me dis: «Mais ça va pas être bon, ces galettes». Même moi, je les aime pas ces galettes et j'appelle mon mari qui me dit: «Écoute, c'est demain, tu as 24 heures pour te retourner et trouver une solution». Donc je suis rentrée chez moi, j'ai tapé sur internet top 10 des galettes des rois à Paris et je les ai tous contactés. Je leur ai dit: «Je fête la galette des rois demain à l'hôpital Necker Enfants Malades. Est-ce que ça vous tente de nous donner des galettes?» Et on a eu, 3 superbes enseignes, de haut de gamme qui nous ont offert des galettes des rois et c'est comme ça qu'on tu vois? Donc j'étais toute seule pour faire ça, mais en fait, il faut savoir taper aux portes et il faut savoir avoir un petit peu de culot et puis leur demander des choses concrètes, en fait. Mais c'est beau quand même de voir, cette solidarité, malgré qu'on n'a pas un pied dans ce monde-là, quoi, finalement. Ça réconcilie, moi, ça m'a beaucoup réconciliée avec la générosité, de travailler en associatif et on se rend vraiment compte à quel point les gens, peuvent, aider. C'est assez magique, c'est vrai. Tu as demandé pour les bénévoles, Fanny. Moi, je voulais, qu'on aide les parents, ou peut-être plutôt les parents qui nous écoutent ou peut-être aussi des patients, mais déjà peut-être plus grands qui, je sais pas si ça existe, mais peut-être des jeunes parents, oui, qui connaîtraient pas encore l'association Petit Cœur de Beurre. Comment est-ce qu'ils peuvent vous retrouver? Tu as dit présent dans tous les hôpitaux, français et outre-mer, qui ont un service, qui est dédié du coup à, pathologie, congénitale. Alors on est présent, dans les structures hospitalières, mais on n'y est pas tous les jours H24. Nos bénévoles n'assurent pas une présence tout le temps, donc tu vois, peut-être qu'il y a certains patients, ou parents qui ne voient pas les affiches, par exemple, parce qu'il y a beaucoup d'affiches. Donc vraiment les familles qui veulent, être accompagnées par l'association, déjà rien que d'aller voir le site internet ou, d'aller sur le forum, Facebook, de Petit Cœur de Beurre ou le forum Grand Cœur de Beurre pour les adultes d'ailleurs. En fait, des fois, enfin moi j'ai eu des témoignages de familles qui m'ont dit, quand on est allé les voir à l'hôpital, ils nous ont dit: «Ah, Petit Cœur de Beurre, mais je vous connais, mais j'ai jamais fait la démarche de vous contacter» parce que c'est difficile comme démarche de contacter une association, hein et par contre, beaucoup m'ont dit: «Mais je suis allée sur votre site internet, j'ai récupéré de l'information, j'ai été discuter avec des parents sur le forum de discussion» qui est modéré. C'est un forum que nous on modère, hein, attention parce que parfois ça peut aussi, partir un peu avec un petit pas de côté. En fait, je pense que c'est de dire aux parents ou aux patients adultes qu'il y a notre site internet, il y a notre page Facebook, il y a notre, forum Facebook, il y a notre, compte Instagram. Enfin, rien que d'aller voir et après passer le cap de prendre contact, effectivement, c'est plus dur. Il faut pas hésiter à nous contacter. Je me dis peut-être qu'un parent
même s'il a peut-être déjà traversé des choses, avec son enfant, peut-être qu'il se sent aujourd'hui prêt et peut-être avec ton témoignage, l'envie de, voilà, de partager des choses ou l'envie, voilà, de déposer certaines choses et peut-être plus tard, de devenir bénévole aussi. Enfin voilà quoi, peut-être il y a une continuité dans l'histoire là. Et je vais te raconter aussi une histoire, c'est que, tu vois, moi, quand j'ai été, avec Balthazar, quand il a été hospitalisé avant que je crée l'association, je n'aurais pas aimé qu'une association vienne me voir. Tu vois? Par exemple, quand il y avait une salle des parents, au sein de l'hôpital et le matin, quand je me levais, j'allais me faire mon café dans la salle des parents et si jamais il y avait un autre parent dans la salle, je faisais demi-tour parce que j'avais pas envie de croiser d'autres parents. Et pourtant derrière, j'ai fondé l'association donc je pense que il y a des temporalités aussi qui font qu'on peut en avoir besoin à un moment donné et pas. Et d'ailleurs, ça arrive très régulièrement qu'on accompagne de façon assez, prégnante une famille pendant un certain temps et après on n'a plus de nouvelles. Tant mieux s'il y a plus de nouvelles. Job is done, moi je dis ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des nouveaux projets, en vue, par l'association, à venir qui te tiennent particulièrement à cœur? Alors il y a un projet, moi, qui me tient particulièrement à cœur parce que je l'ai, porté et puis après j'ai passé le bébé, mais je le surveille toujours. C'est le sujet des troubles du neurodéveloppement de l'enfant avec Vatican génital. Ça fait à présent presque 8 ans qu'on travaille sur ce sujet-là. Ça a été vraiment une stratégie assez longue puisqu'il a fallu d'abord travailler avec les professionnels de santé pour convaincre déjà les professionnels de santé en leur montrant la littérature, en les formant sur les troubles du neurodéveloppement et en leur expliquant comment ils pouvaient aussi en parler aux parents. Et puis ça a abouti, là dernièrement, donc on est vraiment sur la dernière phase parce qu'évidemment il y a encore plein de choses à faire, mais en tout cas, ça y est maintenant on a créé un outil pour s'adresser aux parents et aux enfants. Donc on a créé un outil qui s'appelle, notre kit de guidance parentale. Donc c'est une petite pochette avec un guide qui explique les troubles du neurodéveloppement chez les enfants avec cardiopathie congénitale. Parce que première question des parents, c'est: «Pourquoi?» Quel est le lien entre cœur et cerveau? Donc là, on va leur expliquer déjà pourquoi, pour que déjà la maman déculpabilise de tout ça. Moi, j'aimerais bien aussi avoir l'explication, si jamais, parce que ça m'intrigue. Ouais, ouais, je vais t'expliquer. Et puis il y a une petite roue aussi des compétences attendues par tranche d'âge. C'est-à-dire que, on a essayé, on a travaillé avec des cardiologues, des neurologues, des psychologues, des orthophonistes pour, travailler sur cette roue des compétences attendues qui permet de se dire, bon, bah, s'il y a une compétence qui est pas là, c'est pas grave, chaque enfant grandit différemment. Mais si vraiment je constate qu'il y a beaucoup d'écart quand même, ça vaudrait le coup quand même que je fasse des bilans, pour évaluer et éventuellement faire un dépistage le plus précoce. Et cet outil, il a vocation d'aider les parents de façon très concrète avec vraiment des petits jeux parce que c'est important de jouer avec son enfant et on leur donne des conseils. Par exemple, un enfant qui vient d'être opéré avec une sternotomie, bah, on va pas le mettre sur le ventre. Parce que, bah, on a peur avec la cicatrice. Donc pour la psychomotricité, notamment des membres supérieurs, c'est indispensable de mettre son enfant sur le ventre. Donc on leur dit: «Oui, vous pouvez mettre votre enfant sur le ventre malgré la cicatrice». Donc voilà, ça vient de sortir, ça vient de sortir sur notre site internet. Les parents peuvent le commander et on a beaucoup de commandes sur notre site internet et donc on les distribue aussi dans les hôpitaux. Là, j'étais à l'hôpital, Robert Debré hier, pour faire le point avec la chef de service de cardiologie pédiatrique et je lui ai ramené des kits de guidance parentale notamment. Et Fanny, pour répondre à ta question, d'où ça vient? Alors c'est multifactoriel. En fait, les troubles du neurodéveloppement, souvent c'est factoriel, mais bon, c'est vrai que les populations les plus à risque sont les enfants qui sont opérés dans les premiers mois de vie, notamment le premier ou les 2 premiers mois de vie, donc sur certaines pathologies cardiaques, dans les cardiopathies congénitales et bah, pourquoi? Parce que, notamment quand il y a des CEC, hein, des circulations extracorporelles, bah, ça veut dire que c'est une machine qui va prendre le relais du cœur pendant qu'on opère le cœur, la machine de la CEC, de la circulation extracorporelle et on sait que cette CEC, elle peut avoir c'est pour ça qu'on quand on a une chirurgie cardiaque, on a un anesthésiste qui vérifie tout ce qui se passe au niveau du cerveau aussi. C'est de s'assurer qu'il y ait pas de micro-lésions au niveau du cerveau et malheureusement, il peut y en avoir. Il peut y avoir des AVC évidemment qui peuvent expliquer pour le coup des vrais problèmes, neurologiques. Mais, donc ça va être la CEC, ça va être le défaut de saturation. Puisque ces qui peuvent être, en défaut de saturation, donc quand c'est prolongé, bah, forcément ça va avoir des impacts aussi au niveau du cerveau.
Alors attention, c'est pas des enfants qui vont avoir un quotient intellectuel inférieur à la moyenne. Je rassure tout le monde, c'est pas la question, hein. C'est vraiment, le développement de l'enfant, ça peut être c'est un peu comme les prématurés, en fait. C'est pour ça que nous, Petit Cœur de Beurre, on se bat aussi pour inclure nos enfants avec cardiopathie dans les mêmes réseaux que les enfants prématurés. Donc, si nous avons des auditeurs de l'ARS Île-de-France, je veux bien refaire un rendez-vous avec vous pour, vous convaincre qu'il est important d'inclure nos enfants comme le font les autres ARS en France. Et en Île-de-France, on n'y arrive pas encore parce que, bah, il y a pas d'argent, à l'ARS, il y a pas de professionnels de santé, donc on a des enfants qui sont pas, pris en charge par les réseaux de soins. L'ARS, c'est l'Agence régionale de santé. Il y en a un dans chaque, région et donc dans les autres ARS, on fait le lien entre, des troubles du neurodéveloppement et la cardiopathie congénitale, mais juste pas celle d'Île-de-France, c'est ça? En fait, ce qui se passe, c'est que la HAS, la Haute Autorité de Santé, elle écrit des recommandations. Donc la HAS, elle a écrit noir sur blanc que dans les risques d'avoir des troubles du neurodéveloppement, il y a plusieurs facteurs, facteurs à haut risque, moyen risque et petit risque. Facteur à haut risque, cardiopathie congénitale. Donc c'est écrit noir sur blanc. Il y a eu consensus d'experts pour dire que nos enfants étaient à risque. Donc logiquement, s'il y a une recommandation, ça veut dire que et c'est pour ça que les autres régions, les réseaux de suivi des enfants vulnérables, ont été créés à la base pour la population des prématurés, proposent un suivi dès le plus jeune âge, hein, jusqu'à l'âge de 8 ans, si je dis pas de bêtises, et un suivi régulier pour s'assurer que l'enfant grandit bien. On s'assure qu'il grandit bien. Puis si jamais on voit qu'il y a un petit décalage, on va mettre des choses en place et on va rediriger vers des professionnels adaptés. Et ces réseaux de suivi des enfants vulnérables, dans certaines régions, ont tout de suite joué le jeu, d'intégrer, d'inclure des enfants avec cardiopathie congénitale. Il y a certaines régions où moi je les ai harcelés, à la fin quand j'appelais les réseaux, ils me disaient: «Ah madame Marguin, oui encore vous. Bon, on vous a mis à l'ordre du jour de la prochaine réunion» et on a fini par obtenir effectivement les inclusions de nos enfants dans cette, région Auvergne-Rhône-Alpes et je remercie, ces réseaux qui ont joué le jeu et après nous, il faut mettre en lien aussi les cardiopédiatres avec les professionnels du réseau. Enfin, il y a tout un maillage tissu à réaliser et pour l'instant, certaines régions sont encore, réfractaires. Pour des questions financières et ben, on sait qu'il y a un manque de professionnels. Trouver un orthophoniste aujourd'hui, on sait très bien que c'est difficile. C'est dommage, mais je suis d'accord pour dire que c'est la réalité du terrain, ça dépend vraiment des dans la zone dans laquelle on se situe, mais il y a beaucoup de zones où même moi, là où j'exerce, elle est plutôt en zone, je suis même pas en zone sous-dotée, mais enfin voilà, le temps d'attente est déjà long, donc si on rentre dans des effectivement, dans des territoires géographiques où ils sont en région sous-dotée, je n'ose même pas imaginer le délai. Est-ce qu'il y a l'accessibilité? En fait, je ne sais pas et je comprends les problématiques. Ouais, c'est un projet qui me tient à cœur effectivement de travailler sur ces troubles du neurodéveloppement. Après, on a plein d'autres projets au sein de l'association là qui sont là, on est en train de travailler sur un guide destiné aux adultes puisque on travaille, depuis quelques années maintenant vraiment sur la population adulte. Donc on essaye de mettre en place des actions spécifiques pour les adultes nés avec une cardiopathie, pour être au plus près de leurs besoins, du quotidien. On travaille sur l'activité physique adaptée. En ce moment, on travaille sur le projet des montres connectées. Donc on offre aux hôpitaux des montres connectées avec la fonction ECG parce que quand un patient on lui donne un holter pendant 24 ou 48 heures, évidemment, le patient, c'est pas à ce moment-là qu'il va faire un trouble du rythme. Nous, on offre la montre aux hôpitaux. Le médecin va pouvoir prêter la montre au patient pendant une durée, de 4, 6, 8 semaines, ça va dépendre, un petit peu du patient et effectivement, si le patient ressent à un moment donné un trouble du rythme, il va pouvoir faire cette fonction ECG, l'envoyer au médecin et ce n'est pas un dispositif médical, mais ça va aider le professionnel à mieux comprendre ce qui se passe. Et puis ça aide le patient aussi dans l'activité physique. Donc ça rentre aussi pour nous dans un programme de promotion de l'activité physique. Ouais, ouais, c'est les Withings avec la fonction ECG. Tu peux en parler peut-être Fanny, mais vraiment c'est à la f vers la fin, enfin, du coup, avant d'entrer dans son parcours de greffe et où vraiment sa capacité, cardiaque était très faible. Vas-y, tu parleras mieux de moi de ton ressenti là-dessus, mais je trouve que c'était hyper utile. Oui, en fait, c'est la montre Withings et c'est, une montre qui a été créée par les cardiologues et je crois qu'elle est faite en France, il me semble.
Et en plus, ben, du coup, moi, justement, je l'ai eu avant, la greffe, quand j'étais en insuffisance cardiaque et justement, ça m'a permis de 1 de me rassurer parce qu'elle prend, l'oxygénation et le CG et la fréquence cardiaque et après de 2, ben, dès que je faisais des fibrillations, atriales ou auriculaires, ce qui est à peu près pareil, mais ça m'a permis d'enregistrer et du coup de le montrer à la cardiologue et en fait, grâce à cette montre, bah, ils m'ont mis sous antiarythmique parce que justement, j'en faisais trop à la suite et après, une fois qu'on m'a mis sous antiarythmique, ben, j'avais plus, les FA. Du coup, moi, je trouve ça génial que vous distribuez, enfin, que vous offrez ce genre de montre qui est quand même, une très, très bonne montre et en plus créée par des cardiologues donc au niveau santé, c'est la pointe et que, bah, après, les hôpitaux puissent la prêter aux patients, moi, je trouve ça génial. Parce qu'il faut savoir que c'est quand même un gros coût, elle coûte entre quand même, 300 ou 500 € selon, la gamme qu'on choisit. Donc c'est pas rien, quoi, hein. C'est pas pour toutes les bourses, c'est ça. Mais du coup, oui, c'est bien aussi. Mais ça peut être un outil intéressant à la fois pour le patient et la communication entre le patient et son soignant. Exactement, tous ces outils, à distance, sont quand même, encore une fois, hein, c'est pas un dispositif médical, donc il faut pas que ça se soustrait à un dispositif médical. Mais en tout cas, ça peut aider à mieux comprendre, et mieux investiguer derrière. Ouais, moi j'avais même demandé à ce qu'il y ait un petit atelier dans la rééducation cardiaque justement sur comment lire un ECG au cas où s'il y a, vraiment une urgence, qui est détectée par la montre. Sauf que, bah, ils ont pas le temps. Du coup, je suis un peu frustrée de que ce soit pas fait. Peut-être que vous le faites, hein? Alors, nous, on travaille aussi là sur un projet, sur un hôpital parisien qui accueille les adultes pour, financer des enseignants en activité physique adaptée et peut-être que on est vraiment en phase de construction du projet, mais peut-être que dans le cadre de ce projet, on pourrait effectivement, travailler sur, la comment on utilise ces montres connectées. Mmh. Bah, ouais, parce qu'en fin de compte, c'est vrai qu'Apple en fait, enfin, il y a plein de marques maintenant qui s'y mettent et il y a plein de gens qui en ont une et en fin de compte, ils savent même pas l'utiliser et même pas lire un ECG. Donc je trouve ça bien d'en avoir une, mais bête d'en avoir une si on sait pas l'utiliser ni lire l'ECG. Donc je me suis dit: «Pourquoi pas faire un petit atelier là-dessus?» Quel impact souhaites-tu que Petit Cœur de Beurre continue d'avoir sur les familles concernées, sur les projets et les élans, du cœur justement? Bah, le même impact que celui que je viens d'avoir, là, quand tu m'as posé la question. J'ai rigolé parce que tu as accroché notre nom et du coup, c'est vraiment l'impact que je souhaite avoir, pour les bénéficiaires de l'association, c'est-à-dire d'être vraiment, un nouveau souffle et d'apporter un petit peu de sourire. C'est vrai que dans notre ADN, dans notre communication visuelle, on est beaucoup sur, oui, on fait un pied de nez à la maladie, on est assez positif parce que en fait, même dans les cas les plus difficiles, et même malheureusement quand il y a des décès parce que, bah, oui, on a aussi des familles, qui perdent leur enfant, par exemple. Hem, bah, ça reste beaucoup d'amour. Toutes ces histoires, ces rencontres avec son enfant, c'est beaucoup d'amour et donc il y a beaucoup de il faut qu'il reste les bons souvenirs, les belles rencontres, les bons moments. Donc moi ce que je souhaite, c'est toujours d'y croire et puis de garder, une petite once de sourire, dans son quotidien de patient. Alors même si on en a un petit peu parlé précédemment, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'on peut soutenir l'association concrètement? Voilà, par différents biais, peu importe, lesquels. Alors quand on voit une association arriver, souvent on se dit: «Oh là là, mon porte-monnaie, au secours». Oui, c'est une façon de soutenir, les associations. Évidemment, on a besoin d'argent là, quand on se parle des montres connectées, bah oui, effectivement, c'est 350 € la montre, il faut bien qu'on la finance. Sauf si Withings veut bien faire un partenariat avec nous et auquel cas je lance un appel à Withings. Au-delà de l'argent, on a besoin, pas forcément de votre argent, mais par exemple, peut-être que vous travaillez dans une entreprise qui, elle, a une fondation d'une entreprise, et que peut-être que l'activité de l'association rentre dans ce cadre-là. Et on a aussi besoin, en fait, tout simplement, de bonne volonté et de faire connaître cette cause.
Aujourd'hui, je rappelle que les cardiopathies congénitales, c'est 1 enfant sur 100 qui naît aujourd'hui avec une cardiopathie congénitale. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont concernés en France. Donc, je ne sais pas si vous avez une médiathèque chez vous et bah, par exemple, vous pouvez accueillir notre exposition «Ma cicatrice, mon hymne à la vie». Si vous avez des compétences et que vous souhaitez mettre à disposition vos compétences, bah, vous pouvez nous contacter pour faire du bénévolat. Si vous avez, l'envie tout simplement d'aider, voilà, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et repartager des publications qui vous intéressent. Heu, vous travaillez dans une entreprise, qui fait souvent des team building, bah, là, par exemple, en septembre, on fait la course des petits cœurs et c'est ouvert aux particuliers, mais aussi aux entreprises qui peuvent le faire sous forme de team building avec des petits, ils peuvent acheter des petits tours de cou ou quoi pour, au moins on fait un team building mais solidaire, qui a du sens. Enfin, moi je suis épatée de voir, parfois les gens qui nous contactent, qui pensent à nous, même pour aller chercher des sous. Quand on va chercher des sous, souvent c'est pas vraiment c'est pas que nous qui allons chercher des sous. Il y a quand même beaucoup de gens qui nous contactent en disant: «Ah tiens, telle entreprise» ou, donc en fait de parler de nous et de penser à l'association, dans votre entourage, c'est aussi une façon d'aider. Et puis si vous connaissez aussi les députés, ça nous intéresse aussi parce que pour défendre les patients, bah, il faut aussi avoir, du soutien, politique, quelle que soit la couleur politique, en tout cas des gens qui sont intéressés par le sujet de la santé. Donc, ça aussi, c'est des choses, qui peuvent être intéressantes, s'il y en a qui travaillent dans le secteur de l'assurance parce que, bah, nous on veut, permettre aux patients adultes, par exemple, de pouvoir accéder à la prévoyance quand on travaille en libéral. Et ça, c'est des choses sur lesquelles, bah, on travaille et sur lesquelles on aimerait bien que ça avance. Il y a eu la loi Lemoine qui est passée il y a pas longtemps, on a participé à un collectif d'associations et on a fait en sorte que, ça aboutisse sur cette loi Lemoine qui a supprimé le questionnaire médical pour tout prêt de moins de 200 000 €. Donc ça, c'était une vraie avancée et heureusement qu'on a eu des associations qui ont été très moteurs sur le sujet. Donc c'est super pour nos patients. Voilà, plus on travaille en collaboration avec d'autres associations sur des sujets transverses comme ça, rejoignez aussi, des collectifs d'associations parce que sur des sujets comme l'assurance emprunteur pour les maladies, graves, bah, en fait, on est tous potentiellement concernés. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'étais dans le cas, de la prévoyance, hein. Bah, du coup, on m'a pas acceptée parce que j'étais malade. Mais bon, c'est comme ça. Oui, aussi pour les achats et bah, pareil pour la maison, on m'a pas mis sur, le prêt de la maison parce que je coûtais trop cher. Donc il y a tout ça quoi, quand on est malade. Ça, c'est la partie invisible de l'iceberg, on va dire. Exactement. Mais il faut que les associations, elles traitent aussi ça. Donc ça, il faut aussi, que les patients remontent. Bon, ça, on le sait, mais sur des difficultés rencontrées par les patients, il faut taper du poing et dire que, bah, potentiellement des gens nous, nos patients qui sont ultra suivis tous les ans, ils sont moins à risque que, un homme qui a 60 ans, qui fait pas de sport, qui mange mal, qui fume, qui a une mauvaise hygiène de vie, pourtant lui, il va pouvoir accéder à un prêt immobilier et nos patients non, alors qu'ils sont ultra suivis. Donc, C'est on marche à l'envers, mais bon, c'est pas grave. Enfin, on marche sur la tête et pour clore, cet échange, quel message, aimerais-tu faire transmettre aujourd'hui au travers de notre micro, Gaëlle? je crois que c'est un message de résilience, parce que c'est vraiment ce qui caractérise, nos patients, la vie de nos patients. Nos patients naissent avec une cardiopathie congénitale et souvent sont opérés dès les premières années de vie, donc ils grandissent avec leur cardiopathie et donc ils acquièrent une forme de résilience et c'est un peu tout ce que je retrouve dans les témoignages que j'écoute, chez Cœur Battant parce que j'écoute beaucoup le podcast et je trouve beaucoup de de messages de résilience et donc voilà, je voudrais, moi qui ne suis pas patiente, mais qui est personnellement maman de patients, je voudrais, voilà, dire bravo à tous ces patients qui s'adaptent à tout, à leur quotidien. Voilà et puis j'ai une petite phrase aussi, que j'aime bien, que je donne souvent. C'est une petite citation de Sénèque qui dit que, «La vie, c'est pas d'attendre que l'orage passe, mais c'est d'apprendre à danser sous la pluie». D'accepter sa situation et de se dire: «Bah, OK, c'est dur en fait, je m'attendais pas à ça, gros coup dur quand on a une annonce de ce type-là, mais en fait, on va faire avec. On va être un peu trempé, mais on va danser quand même». C'est super beau, mais je pense que ça résume très, très bien beaucoup de
situations vécues par les patients qui sont atteints de pathologies cardiaques, qu'elles soient congénitales ou pas d'ailleurs. Mais je pense que dans les deux cas, ça s'applique. Et enfin, quel est ton vœu le plus cher pour l'avenir de l'association Petit Cœur de Beurre? Bah, qu'on continue. Alors si j'étais utopiste, je dirais, qu'il y ait plus de cardiopathie congénitale et qu'on n'existe plus. Bon, je crois qu'on en est quand même loin. Pour l'association, ce que j'espère, c'est qu'on essaiera toujours de répondre au plus près des besoins. Nous, dès le début, avec Jean-Charles, mon mari, il y a 10 ans, on s'est dit: «On veut être des faiseurs». On veut pas être juste des gens qui papotent et qui on veut faire, on veut être dans l'action et être dans l'action tous ensemble. Donc ce que j'espère pour l'association, c'est que ça restera une association qui, co-construira ensemble l'avenir de la cardiologie, pédiatrique et congénitale. Ouais, c'est ce que j'espère à l'association et toujours dans cet esprit, de faire et d'être dans l'action et de répondre au plus près des besoins et des professionnels de santé et des patients. Je pense que c'est le cas. Enfin, franchement, d'après tout ce que tu nous as détaillé aujourd'hui, je vois vraiment l'ADN de ça dans Petit Cœur de Beurre. Et je pense que ça, c'est super important. De faire du vrai, du faire, du vrai, de coller à la réalité de tous les jours, du quotidien. Et ça, c'est top. Bah, moi, je voulais te dire merci beaucoup, Gaëlle, d'avoir pris le temps d'échanger sur tous ces sujets avec nous. C'était hyper enrichissant et merci pour tout ça. Et surtout, comme on ne peut pas éradiquer, comme tu le dis, les pathologies cardio-congénitales, et ben du coup, j'ai envie de dire longue vie à Petit Cœur de Beurre. Merci à toutes les 2. Merci beaucoup, Gaëlle, et c'était, comme a dit Mylène, c'était très enrichissant. Moi, j'ai appris de nouvelles choses encore une fois et c'est aussi pour ça que j'adore faire les podcasts parce que j'en apprends toujours. Et également, je souhaite, une longue vie à l'association Petit Cœur de Beurre et puis que, vous puissiez trouver les financements, tout ce qu'on peut trouver, que vous ayez et puis que tous les projets soient réalisés parce que franchement, ils sont prometteurs quand même, hein. Merci beaucoup. Merci. Merci Gaëlle pour ce témoignage inspirant et pour ton engagement sans relâche au service des familles concernées par les cardiopathies congénitales, au service du personnel hospitalier, ainsi qu'au service de la recherche et de la sensibilisation aux cardiopathies congénitales. À travers Petit Cœur de Beurre, tu rappelles à chacun que la solidarité naît souvent des épreuves et qu'ensemble, on peut adoucir le chemin. On vous souhaite encore de très nombreuses années d'action, de sourires et de belles victoires partagées. Merci à vous, auditeurs, de continuer à nous écouter et à faire rayonner ces belles histoires de cœur.